Vous aimez les débats sur le football africain et européen? Eh bien, vous êtes pile au bon endroit. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de notre rubrique Sport sur Audace 24. Cette fois-ci, je suis avec un de mes consultants, toujours le fidèle au poste, Monsieur Madou Anigny. Bonjour, Monsieur Madou. Bonjour, Monsieur Hospice, comment vous allez? Je vais très bien, à merveille. Ça fait un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Merci. Et Monsieur Komiviezi ne sera pas parmi nous aujourd'hui, il est un peu indisposé, mais je pense qu'il va nous suivre en direct. Et ce sera après le jingle. Christophe Galtier vient d'être nominé à la tête du PSG. L'ancien entraîneur de l'OGC Nice remplace donc Pochettino et va essayer de relever le PSG dans les compétitions européennes à venir. Notre premier thème du jour, la question sur ce thème est: est-ce que Christophe Galtier peut dire, est-ce qu'il peut contenir le PSG? Nous le savons très bien que l'ancien technicien de Saint-Etienne et Nice s'engage pour 2 saisons, soit jusqu'en juin 2024. Oui. Voilà. Et nous l'avions vu très bien, le travail qu'il a fourni du côté de Nice. Oui. Il a aidé le club à jouer la Ligue des Champions la saison à venir. Ouais, c'est un peu donc. Il sera en Ligue des Champions la saison à venir? Oui. D'accord. Si je me trompe pas. Je pense que c'est le PSG, Marseille et Monaco. Ils vont jouer plutôt la Ligue Europa. Oui. Voilà, ils vont jouer plutôt la Ligue Europa. Oui. Donc, j'espère bien que c'est quelqu'un d'ambition. Donc, son arrivée au sein de cette équipe du Paris Saint-Germain, ça va donner du fruit. Surtout, il nous retrouve la meilleure attaque, je peux toutefois dire la meilleure attaque du monde, parce que Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, donc j'espère bien qu'il va leur cadrer correctement. Déjà même ce trio manquait un coach qui va leur donner du caractère, c'est-à-dire qui va leur dicter sa loi. Ouais, ça, donc, je peux dire c'est ça qui a manqué le coach Pochettino, le coach argentin. Oui. Tu vois ça, donc lui maintenant il va se servir des erreurs du coach argentin pour pouvoir se forger le plus tôt possible. D'accord. Et parlons du trio né, Messi et Mbappé. Est-ce que Galtier peut gérer l'ego de ces stars? Parce que c'est 3 stars du football mondial. Est-ce qu'il peut gérer ses égos? Voilà, je l'ai vu tout de suite arriver en conférence de presse. Il a bien précisé que chez lui, il n'y a pas de star. C'est sur le terrain. Et c'est le ballon, ils vont considérer comme star. Ouais, c'est un peu. Donc, j'espère bien que ce trio va respecter aussi ses consignes. S'ils arrivent aussi à respecter ses consignes, j'espère bien qu'ils vont remporter la Ligue des Champions qu'ils prétendent depuis un nombre d'années de pouvoir remporter. Pouvoir remporter cette Ligue des Champions. En soi, Christophe Galtier, il est Marseillais. Et on connaît la rivalité entre Marseille et PSG. Est-ce qu'il n'a pas trahi est-ce qu'il n'a pas trahi ses origines par exemple? Non, il n'a pas trahi le Marseille. Si peut-être que le Marseille l'avait proposé des offres et il a décliné, là on peut toutefois dire qu'il a trahi Marseille, c'est un peu, mais ici, bon, on le sait très bien que le PSG, ils sont un peu en difficulté. Quand je dis en difficulté, sur le plan Ligue des Champions, depuis un certain nombre d'années, ils ont changé 7 entraîneurs, si j'ai une bonne mémoire, 7 entraîneurs, sous l'ère Qatari, c'est un peu. Donc depuis là, ils les ont changés, mais ça n'a rien donné. Il faut tout écouter une Ligue des Champions pour ce club. On le sait très bien qu'en France, c'est Marseille seul qui a pu remporter une Ligue des Champions. Si vous vous souvenez très bien. Oui, en 93. En 93, exactement. Oui. Voilà. Donc, avec son arrivée, et surtout qu'il est l'enfant du pays aussi, donc ça peut toutefois donner quelque chose. Voilà. D'accord. Et disons, ces 5 dernières années, je peux dire que, disons ces 3 dernières années, Galtier est une véritable bête noire pour le PSG. Pour le PSG, exactement. Ils ont même battu le PSG 5-1 en 2019. C'était devant moi, j'ai vu ce match. C'était un match formidable. Ils ont remporté la Ligue 1 en 2019. Quand il était à Lille, oui. Même quand ils étaient à l'OGC Nice, ils ont bousculé cette équipe de PSG. Est-ce que c'est plutôt ça qui a pesé dans la balance par rapport aux dirigeants du PSG? C'est notre bête noire, donc il faut qu'ils viennent de notre côté pour ne plus nous embêter. Bon, le considérer comme une bête noire et pouvoir le recruter, non, ils ne se sont pas appuyés sur ça. Plutôt, ils voyaient en lui quelqu'un, c'est-à-dire un coach qui arrive à dicter ses lois à ses joueurs. Moi, j'ai suivi de ces rassemblements avec les joueurs lillois, et comme quand il était aussi à Nice, donc j'ai essayé de le suivre. C'est quelqu'un, c'est-à-dire il essaie de porter, c'est-à-dire
il dit c'est loi quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Genre chez lui, quand on voit dans certains clubs certains joueurs venir en retard à l'entraînement, chez lui non. Quand il dit à 15h, on commence l'entraînement à 15h là, il faut que tout soit revu. Ouais, c'est un peu. Donc j'espère bien qu'il va amener cette dynamique, ce règlement au parc des Princes pour pouvoir. D'accord. Pour sa présentation, brève, 55 ans, bientôt 56 ans en août prochain, défenseur de fonction, entraîneur depuis 2004, depuis 1999, il a entraîné Marseille en 2001, le Apis Salonique en Grèce, 2001-2002. Il est à Lille depuis 2017 à 2021. Ils ont été champions en 2021 avec Lille, 78 victoires, 31 nuls, 43 défaites. Nice, 24 victoires, 7 nuls, 12 défaites. Il a même disputé la saison dernière la finale de la Coupe de France qui était perdue face à Nantes. D'accord. Mais en Europe, c'est quasiment zéro pointé. Est-ce qu'on peut dire qu'il manque d'expérience sur l'échelle européenne? Est-ce que ce manque d'expérience peut peser sur le PSG en Europe? Non, moi je ne peux pas dire sur le plan européen, c'est un échec pour lui. Du coup, on peut dire sur le manque de grands joueurs, c'est-à-dire à sa possession. Effectif. Voilà, c'est-à-dire le manque d'effectifs. Au PSG, on voit un effectif très 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 lourd, et je sais très bien qu'avec cet effectif qu'il a à sa possession, il peut toutefois leur réunir correctement et pouvoir remporter une Ligue des Champions. Justement, parlant de réunir, il a déjà évoqué son plan tactique, une défense à 3. Exactement. Comme en Allemagne, comme on avait dit le dimanche dernier. Le 4-3. Le 3-4-3. Le 4-3. Est-ce que ça peut marcher avec le PSG? Quand on voit Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos, les trois en défense centrale, est-ce que ça peut faire quelque chose? Déjà, la majorité des joueurs que je vois là-bas, ils ont l'expérience de l'Espagne. Je ne sais pas si vous me comprenez. La majorité ont une fois joué, c'est-à-dire sur ce plan. Voilà. Donc, sur ce, j'espère bien qu'il va réussir. Il va réussir surtout avec ce système de jeu. Système de jeu. Voilà. D'accord. Le Paris Saint-Germain avec Galtier la saison prochaine en Ligue des Champions, jusqu'où ils peuvent aller? Bon, je les vois en finale. En finale de la Ligue des Champions. Exactement, je les vois en finale, je contre le Real Madrid. Contre Barcelone. En tout cas, c'est le mal qu'on puisse souhaiter à ce nouvel entraîneur, Christophe Galtier. Et on va revenir tout à l'heure pour évoquer un autre thème. Ce n'est plus un secret pour personne, c'est le Qatar qui organisera la prochaine Coupe du Monde, la Coupe du Monde de cette année, une première pour le pays. Les Qataris mettent donc tout en œuvre pour que cette édition soit une réussite totale. La question sur le sujet, est-ce que le Qatar peut être vraiment à la hauteur? Le Qatar, nous savons très bien que c'est sa première organisation. C'est la première fois qu'ils organisent une Coupe du Monde chez eux. Et j'espère bien qu'ils seront à la hauteur, surtout avec les stades qu'ils ont à leur possession. Si vous me donnez l'opportunité, je peux toutefois leur citer. Allez-y, oui, faites-vous plaisir. On a Khalifa International Stadium avec ses 45 416 places. Le stade Dal Chumana, 40 000 places. Le stade Education City Stadium, 40 000 places. Et le stade Ali Bates, 60 000 places. Le stade Ali Janoub, 40 000 places. Le stade Ahmad Bin Ali, 40 000 places. Et le grand stade de Louzaï, 80 000 places. 80 000 places. Ouais, ça, donc, avec ces stades, j'espère bien qu'ils vont organiser cette Coupe du Monde d'une façon fabuleuse. Voilà. D'accord. Justement, par rapport à l'organisation, depuis, ils ont été désignés depuis le 2 décembre 2010 devant l'Australie, le Japon, les USA et la Corée du Sud. Mais il y a quelques années, on nous dit que ça a été controverse, cette nomination a été controversée par rapport à la corruption, par-ci, par-là, même la Coupe du Monde de la Russie, ça a été controversé, la nomination, le fait qu'il soit éligible, ou il soit élu. Donc, est-ce que ça peut ternir à l'image du pays par rapport à l'organisation? Par rapport à l'organisation, je ne peux pas tout de suite dire que ça peut ternir l'image du pays, non. Mais plutôt ça va donner c'est-à-dire une bonne envergure à ce pays hôte. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un pays qui organise une Coupe du Monde.
Genre, dans ces stades que j'ai cités, il faut savoir immédiatement que ça va apporter quelque chose. D'accord. Si vous comprenez. D'accord. Mais malgré ça, il y a également certains interdits, certaines interdictions, certaines lois qui entrent en vigueur. Oui. Par exemple, personne n'a le droit d'avoir des rapports sexuels hors mariage. Est-ce que c'est pas trop d'interdictions pour une Coupe du Monde, une édition qui doit normalement être une fête? C'est la fête du football. Exactement. Mais là-bas, moi, je me dis peut-être qu'ils s'appuient sur leur religion avant de donner ces interdictions. Sinon, je n'ai jamais vu un pays organiser une Coupe du Monde et interdire cela. Oui, c'est un peu. Voilà. D'accord. Et cette équipe du Qatar, championne en 2019 à la Coupe d'Asie contre le Japon, est-ce que cette équipe peut faire quelque chose comme la Russie qui a créé la surprise en 2018? Bon, vous-même vous le savez, actuellement il n'y a plus de favoris. On ne peut pas dire le Qatar comme il se joue chez eux. Donc, surtout avec l'avènement du VAR, on ne peut pas tout de suite désigner qui seront favoris dans leur poule. On sait très bien qu'ils joueront avec nos frères sénégalais. Oui. Voilà. Donc, sur ce, il va falloir mettre. C'est-à-dire apporter du bon boulot pour pouvoir sortir de cette poule. Sinon moi j'ai suivi cette équipe qatari, elle est pas mal, hein, avec l'entraîneur espagnol Félix Sanchez et leur meilleur buteur Moubarak Mostafa. Oui. Je pense qu'ils vont faire une bonne Coupe du Monde comme la Russie. Alors jusqu'où vous voyez le Qatar en Coupe du Monde? Ils vont s'arrêter où? Au moins, je les vois au moins dépasser le cap des huitièmes de finale. Hein. D'accord. Oui. Comme ce sont eux les meilleurs organisateurs, au moins s'ils arrivaient à dépasser le cap des huitièmes de finale, au moins j'espère bien que ça va donner genre... Je vous mon cœur aux supporters. Oh non, bon, plutôt une ambiance aux supporters. Oui. Genre même s'ils sont éliminés, au moins les supporters vont continuer par venir sur le terrain. Oui, parce que les tickets sont prévendus. Voilà, les tickets seront vendus, comme vous venez de le dire. Oui. D'accord. Qatar-Sénégal, c'est pronostic? Non, le Sénégal va gagner, sans doute. C'est parce que c'est par affinité ou. C'est bon, par affinité? Bon, je peux dire par affinité, exactement. Par affinité. D'accord, on l'espère tous. On revient tout à l'heure après le jingle. Sadio Mané, Mohamed Salah, Riyad Mahrez, et pour ne citer que ceux-là, ce sont probablement les favoris pour le Ballon d'Or africain qui sera décerné en ce mois de juillet au Maroc. Qui est le favori? Qui sera Ballon d'Or cette année? Sans doute, c'est Sadio Mané, l'international sénégalais. On l'a vu très bien ce qu'il a fait avec Liverpool durant la saison 2021-2022. Il a amené son équipe en finale de la Ligue des Champions. Il a aussi remporté la Coupe d'Afrique des Nations pour son pays. Oui. Donc, sans doute, c'est lui le grand favori de ce Ballon d'Or. Donc il va succéder à lui-même, c'est ça? Il va succéder à lui-même. Et sans doute, Mohamed Salah occupera la deuxième place. D'accord. Justement, on va prendre des stars une par une. Mohamed Salah, qui a été encore une fois le meilleur buteur de Liverpool cette saison. Meilleur passeur également. Oui. Ça peut peser sur la balance, n'est-ce pas? Bon, ça ne peut pas peser sur la balance. Quand on regarde les statistiques, c'est-à-dire les statistiques individuelles et collectives, sur le plan collectif, Sadio Mané, il est sans doute au-dessus de Mohamed Salah. D'accord. Voilà. Et ensuite, oui, dites-moi. Déjà, quelqu'un qui remporte une Coupe d'Afrique pour sa nation, c'est pas tout à fait facile. Oui. Ouais, ça peut. Donc, il faut l'attribuer ce qu'il faut. C'est-à-dire, il faut l'attribuer son père, quoi. Voilà. Il y a un certain Riyad Mahrez également qui a fait une très bonne saison, notamment en Ligue des Champions également. Mais avec son pays, c'est un échec totalement. Donc ça ne peut pas peser sur la balance, ça ne peut pas donner? Moi je le vois en troisième position. D'accord. Oui. Troisième position. Il y a un certain Aubameyang également. Qui a fait une très bonne saison du côté du FC Barcelone. Malgré qu'il a arrêté sa carrière internationale. Oui. Et est-ce qu'il peut peser sur la balance? Bon, pour Pierre-Emerick Aubameyang, je ne le vois pas sur le podium en tant que tel. Oui. Je ne le vois pas sur le podium en tant que tel parce qu'il y a nos frères ivoiriens là-bas qui brillent correctement, notamment Franck Kessié, oui. Qui vient de signer du côté du FC Barcelone. Oui. Voilà. Donc, moi, à mon avis, le podium, Sadio Mané, Mohamed Salah en deuxième position, Riyad Mahrez, troisième position, et
caissier qui va clôturer la 4e place. D'accord, très bien. Donc il n'y aura pas de surprise cette année? Non, il n'y aura pas de surprise cette année. D'accord. Voilà. Et Guillaume le Ballon d'Or mondial, ça demandé ou Karim Benzema? Non, sans doute Karim Benzema, l'international français. D'accord. Donc on va attendre avant décembre. Il y a déjà la cérémonie des Ballons d'Or, du Ballon d'Or africain qui sera en juillet au Maroc. Et puisque le Maroc, la CAN féminine se joue au Maroc, donc ils vont profiter pour célébrer le football africain, la messe du football africain. Exactement. Et le Ballon d'Or également. Oui. Donc on espère que Sadio Mané puisse l'emporter parce qu'il le mérite largement. Quelqu'un qui a fait un triplé contre le Bénin. Il le mérite. Hein. On se retrouve tout à l'heure pour parler du dernier thème. Tottenham fait visiblement de bonnes affaires pendant ce mercato d'été. Qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, l'équipe de Conte peut faire une bonne figure avec ses recrues de qualité. La question sur ce sujet, faut-il se méfier de Tottenham la saison prochaine? Exactement, il faut se méfier de Tottenham. Tottenham de Conte. On voit tout de suite les recrues qui viennent de faire avec l'arrivée de l'international malien Yves Bissouma et surtout Richarlison, Perisic. Ivan Perisic, l'international croate. Même Romero, il est là depuis ou il vient d'arriver? Christian Romero, oui. Il vient d'arriver aussi, c'est une nouvelle recrue. D'accord. On voit ça un peu. Donc, et surtout, on voit l'anglais qui vient d'arriver tout de suite. J'ai vu sa signature. Exactement. Elle a été officialisée. Oui. C'est cette dernière minute. Oui. Voilà. Non, plutôt cette dernière minute parce que c'est tout de suite. D'accord. Donc, j'espère. En revenant du Barça. J'espère bien que cette équipe de Tottenham, elle va donner du boom dans la Première Ligue. J'espère bien même l'avoir terminé dans le top 4. Dans le top 4. On va revenir, par rapport au classement, on va revenir. Est-ce que c'est l'effet Conte qui attire les joueurs? Je peux dire oui, l'effet Conte attire les joueurs. Surtout tous les joueurs savent que Conte il apportait un bon système de jeu. Je ne sais pas si vous me comprenez, il apportait un bon système de jeu. Et on le voit aussi quand il est arrivé, il a essayé de motiver cette équipe des Spurs, c'est-à-dire à s'attendre quoi. Parce qu'on a vu cette équipe quand José Mourinho était là, vous m'excusez, il y avait c'est-à-dire des brouhahas par ici, par là, les joueurs ne s'attendaient pas, mais après le départ de José Mourinho, on a vu que le duo Son et Kane marchaient correctement. Donc, avec cette nouvelle recrue, surtout quand je parle de Yves Bissouma, quand il va se collaborer avec l'international danois Osberg, oui. Emile Osberg, oui. J'espère bien que ça va mousser. D'accord. En attaque, il y a un certain Harry Kane qui voulait partir, mais finalement, est-ce qu'il peut nourrir enfin l'espoir d'un titre? Parce qu'il ne gagnait pas de titre à Tottenham, il voulait partir à City la saison dernière, enfin la saison 2021-2022, mais finalement, est-ce qu'il peut aspirer finalement à une équipe compétitive qui peut aller chercher des titres? Déjà, il trouve un coach ambitieux à sa possession, comme Conte. Donc, Mourinho n'était pas ambitieux? Mourinho n'était pas ambitieux? Mourinho est ambitieux, mais c'est vrai que les joueurs, c'est-à-dire, on a vu c'est-à-dire une complicité entre Kane et Conte, plus que Kane et Mourinho. Vous le savez très bien, José Mourinho, c'est un entraîneur de classe mondiale. C'est un peu, donc, avec Conte, Kane et Conte, ça marche très bien. Parce qu'on a vu le nombre de buts que Kane ont marqué cette saison. Ça a été un bilan fabuleux. D'accord. C'est un peu, donc j'espère bien avec cette nouvelle recrue, il va apporter quelque chose de bon pour cette équipe des Spurs. Richarlison, doublure pour Kane ou titulaire d'emblée? Richarlison, bon, je le vois remplaçant. Ça dépendra de ses performances. S'il arrivait à convaincre le coach, quand il est titulaire, soit quand il rentre, il arrive à apporter ce que le coach veut. Donc, sans doute, il serait titulaire. Soit le coach peut faire de telle manière qu'il serait, il va créer un trio pour eux. Voilà. D'accord. Malgré cette qualité d'effectif, l'effectif reste toujours quand même jeune. Oui. L'âge en moyenne de l'équipe, c'est 25,7 ans. Oui.
C'est un peu jeune et sans expérience, hein. Une équipe trop jeune et inexpérimentée. Non, on ne peut pas parler d'une équipe inexpérimentée. Son, on le voit très bien depuis, depuis 5 ans. C'est un buteur serial. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est un buteur serial. Il a marqué, il a été même meilleur buteur de Premier League. Oui. Si je me rappelle bien, lors de la saison 2000. Même cette saison, il est ex-aequo avec Salah. Avec Salah, exactement. Ouais, c'est un peu. Donc, cette équipe des Spurs, c'est pas une équipe à minimiser. C'est pas une équipe à minimiser du tout. Surtout avec les recrues, comme je viens de le dire, avec les recrues qui sont arrivés, j'espère très bien que ça va donner du fruit. Il y a le Coréen là-bas, Son, qui va former encore un bon duo. S'ils sont bien servis par les milieux qu'on vient de citer tout de suite, Ivan Perisic, Yves Bissouma, Hofsberg, c'est fini. Sans oublier le Brésilien, Lucas Moura, oui. Lucas Moura, il est déjà l'effectif. Donc j'espère bien que Conte, il a à sa possession une équipe qui va donner quelque chose la saison prochaine. D'accord. Cette saison prochaine, très bonne saison, top 2, top 1, le titre. En tout cas, ils peuvent prétendre le titre. Parce qu'en Première Ligue, rien n'est possible. Voilà, rien n'est impossible. Leicester en 2016, on sait quelque chose. Exactement, voilà, on voyait ça déjà. On revient tout à l'heure. Un peu logique. 5 minutes pour le bonus. Comme d'habitude, on va parler de 2 thèmes. 2 nouvelles recrues au FC Barcelone et une nouvelle à Arsenal, une bombe à Arsenal. On va commencer par le FC Barcelone. Kessié, Christensen, confirmé. Est-ce que le Barça a fait une bonne affaire? Une très bonne affaire pour le FC Barcelone. Ces joueurs qui arrivent sous leur Xavi, j'espère bien qu'il va leur cadrer. Surtout Franck Kessié, qu'on connaît très bien, il vient de remporter tout récemment le Scudetto en Italie, appelé communément. Donc Franck Kessié, c'est un joueur hors norme. Quand il est au milieu du terrain, il apporte quelque chose et j'espère bien qu'il va aider cette équipe du FC Barcelone à remporter des titres la saison prochaine. Justement, surtout Kessié, est-ce qu'il peut être d'emblée titulaire parce qu'au milieu, il y a du monde au milieu? Il va être sans doute titulaire. Il peut jouer à quelle position? Moi, je le vois milieu relayeur. Oh, oui. D'accord, un peu comme Frenkie de Jong. Exactement, d'accord. Comme Frenkie de Jong. Donc, si Frenkie de Jong parvenait à partir, peut-être que Bernardo Silva viendra. Ça compliquerait toujours les affaires de l'Ivoirien? Non, rien ne sera compliqué. Si Franck Kessié arrivait à convaincre Xavi à son poste, je ne sais pas si vous me comprenez, s'il arrivait, c'est-à-dire à donner ce que le coach l'attendait, donc sans doute il serait un titulaire indiscutable. Justement, lui-même il a dit en conférence de presse qu'il n'est pas d'emblée titulaire indiscutable. Il faut qu'il se batte, il doit se battre pour gagner sa place. C'est une forme de modestie où il le pense vraiment? Non, c'est une forme de motivation. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que le coach, c'est-à-dire un coach, il doit, c'est-à-dire créer un examen pour ses joueurs. C'est-à-dire quand tu réussis, le lendemain tu es titulaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est ça. Moi j'aime la philosophie de Xavi. C'est-à-dire la méritocratie. Exactement. Ouais, c'est un peu. C'est-à-dire chez lui, quand tu joues bien, tu dois être titulaire. On a vu tout de suite Adama Traoré. Quand il est arrivé, ça n'a pas du tout marché, c'est-à-dire son jeu n'a pas pu donner du fruit à cette équipe du FC Barcelone, donc ils étaient obligés de lui libérer partir. Ouais, c'est un peu. Donc j'espère bien que Franck Kessié, ça ne serait pas le cas, il va faire de son mieux pour pouvoir être titulaire pour cette équipe du FC Barcelone. Christensen avec Christensen, on le sait très bien. Christensen, on le sait très bien. C'est un joueur exceptionnel. Moi, je l'apprécie beaucoup. Quand il était du côté de Chelsea, le travail qu'il apportait sous les ordres du roi. Mais sur Tourelle, il n'était pas titulaire indiscutable. Il y avait même un certain Chalobah. Oui, mais souvent il est titulaire. Des fois, il est titulaire plutôt, m'excusez. Des fois, il est titulaire. Mais ici, quand qu'il est arrivé au FC Barcelone, je vais dire, donc c'est à lui de convaincre le coach. Par son jeu, son jeu, sa force,
quand je parle de sa force, c'est-à-dire sa force technique à son poste pour pouvoir gagner la place. Justement, et d'ailleurs, le FC Barcelone n'a pas fini de recruter en défense centrale. C'est pas une question, c'est une affirmation par le Barcelonais. on va parler de Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, l'international brésilien. Personnellement, c'est une bombe, c'est une surprise personnellement qu'il signe à Arsenal. Pas de Ligue des Champions, aucune grande compétition, si ce n'est que la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence. Il quitte un grand club. Certes, il y a Haaland qui arrive, mais il quitte un grand club pour jouer la Ligue Europa Conférence. À mon avis, c'est un choix bien mérité et bien réfléchi pour l'international brésilien Gabriel Jesus. Il veut jouer la Coupe du Monde. Il va jouer la Coupe du Monde au Qatar, qui arrive bientôt. C'est un joueur que je connais très bien. Lui, c'est-à-dire, il ne peut pas rester à Manchester City tant qu'il y a Haaland. Parce qu'un joueur qui est toujours au banc, vous savez, quand un joueur reste au banc, ce que ça donne. Donc, il va perdre son talent. Donc, le mieux, il choisit d'aller jouer dans un club où il est titulaire, mais malgré qu'il ne joue pas la Ligue des Champions. Il ne fuit pas le défi par hasard? C'est un défi. Haaland est arrivé, il doit... Non, il ne fuit pas le défi. Si vous-même vous le voyez en finale de la Ligue des Champions contre Chelsea, normalement c'est un joueur qui devait être titulaire, mais le coach a choisi d'écarter et miser sur le faux neuf. Le faux neuf, exactement. Vous voyez ça un peu, donc à mon avis, il a fait un bon choix et surtout, il revient sous les ordres d'un coach qu'il connaît parce que Michael Arteta, c'est un joueur, c'est un coach qui évolue, c'est-à-dire adjoint de Pep Guardiola à City. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien Arteta. J'espère très bien qu'il va être un titulaire indiscutable du côté d'Arsenal, chez les Gunners. Un dernier mot, on va enchaîner avec un dernier mot. On va briefer un tout petit peu les Hypervidam qui ont fait un match nul. Un match nul contre le Cameroun. Oui, c'était le mercredi dernier. C'était surprenant. Un mot à l'endroit de ces Hypervidam. Moi, je les encourage énormément et j'espère très bien que leur troisième match, ils vont le gagner aussi pour pouvoir sortir de cette poule. Voilà. D'accord. Et moi, j'espère qu'elles reviendront, ils vont sortir de cette compétition la tête haute. Oui. Je ne pense pas qu'elles devraient passer, elles devraient sortir la tête haute. Déjà, comme ils ont fait le match sur le Cameroun, donc il faut s'attendre à une qualification pour eux. Ils ont perdu 4-1 et ils devraient battre la Zambie. Ils vont battre sans doute la Zambie si ils arrivent à donner du timing, c'est-à-dire apporter du bon jeu sur le terrain, comme ils l'ont fait contre le Cameroun. Sans doute, ils vont battre la Zambie pour pouvoir se qualifier au dernier moment. En tout cas, on l'espère tous. Et c'est sur ces mots qu'on va mettre fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à Ilaous derrière la caméra. Une pensée à M. Komiviesi qui n'a pas pu venir, mais j'espère le revoir le dimanche prochain. Allez, passez un bon week-end, une bonne fin de week-end. Bonne semaine à vous. Au revoir.